Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Se déguiser, changer d'apparence, derrière les masques, les couleurs et les tambours, il y a la liberté, la créativité, la joie et aussi la mémoire et la résistance. Vous l'avez compris, nous parlons de Carnaval, une période festive qui précède un temps de recueillement, celui du carême pour les catholiques. Cap sur la Guadeloupe avec Marcus. Pour lui, le carnaval n'est pas un simple défilé festif, c'est un héritage transmis depuis l'enfance et avec son association, il incarne ce carnaval populaire et solidaire. Puis rencontre avec Eddie, martiniquais, héritier d'une lignée de femmes couturières. Entre souvenirs familiaux et costumes traditionnels, il perpétue un savoir-faire où le noir et blanc dialoguent avec les couleurs du carnaval. Dans la chronique cette semaine, nous verrons que le déguisement fait partie intégrante de la spiritualité hindoue en Outre-mer. Se déguiser, comme dans l'histoire biblique de Tamar, une femme qui se déguise pour obtenir justice. Une histoire ancienne de la Genèse et qui éclaire le sens profond du déguisement. Et c'est Luciano qui nous l'explique. Mais que fait cette femme, le visage voilé, au bord du chemin? Pour le savoir, embarquez avec moi dans ce récit issu du livre de la Genèse. Un jour, un homme, le voici, son nom est Judas. Il est bien embêté car il ne sait pas quoi faire de sa belle-fille appelée Tamar. Pour comprendre son embarras, il faut remonter le temps. Judas a 3 fils, Er, Onan et Shéla. Le temps venu, Judas a choisi pour son premier-né une femme, la fameuse Tamar. Mais il mourut sans avoir d'enfant. Comme le veut la tradition, Judas demande donc à Onan, son deuxième fils, de prendre Tamar pour femme afin de donner à son défunt frère une descendance. Mais il mourut rapidement. Donc, que faire maintenant? Judas a peur que son troisième fils meure lui aussi. Il dit à Tamar de retourner comme veuve chez son père, en attendant que Shéla, son dernier fils, grandisse. Le temps passe, et Tamar voit bien que Shéla est grand, mais elle n'est toujours pas sa femme. Quand elle apprend que Judas est de passage, ni une ni deux, elle ôte ses vêtements de veuve, se couvre d'un voile et s'assied à l'entrée de la ville. Judas l'aperçoit, mais ne la reconnaît pas. Il la prend pour une prostituée. Il dit « Permets donc que j'aille avec toi ». Elle accepte, mais demande un gage. Judas lui donne son seau à cacheter, son cordon et un bâton. Il s'unit à elle et elle devient enceinte. Elle attend enfin un enfant de la lignée de Judas. 3 mois plus tard, Judas apprend que Tamar s'est prostituée. Il ordonne qu'elle soit brûlée. Elle envoie alors les gages à Judas avec ce message. « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Judas reconnaît bien ces objets et il déclare « Elle est plus juste que moi, car de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Voilà, maintenant vous savez ce que faisait cette femme au bord du chemin, un voile sur le visage. Elle s'était déguisée pour se jouer de Judas qui lui avait menti. Une ruse si maligne qu'on en parle encore aujourd'hui. Et continuons donc à parler carnaval avec quelqu'un qui est très coloré aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Et direction tout de suite la Guadeloupe où nous avons rencontré un amoureux du carnaval. Mais avant, petit rappel, qu'est-ce que la période du carnaval précisément? Alors Muriel, ça se passe entre l'épiphanie et le mercredi des cendres, donc le début du carême. Et chaque semaine, pendant cette période, les carnavaliers guadeloupéens, regardez comme c'est qu'est-ce que beau, c'est beau. ils se déguisent pour parcourir les rues. Alors l'histoire du carnaval, pendant l'esclavage, le carnaval était l'un des seuls moments où les esclaves avaient un semblant de liberté, puisque les colons pratiquaient le carnaval en tant que festivité européenne. Au fil du temps, ce moment de l'année est devenu l'endroit où on exprime son identité, sa culture afrodescendante, sa joie ou ses critiques sur la société. Et je sais que nous avons eu un super guide. Tout à fait, ce guide, regardez, c'est Marcus.
en pleine séance de maquillage. Pour lui, participer au carnaval, c'est une évidence, comme pour tous les Guadeloupéens, tout comme se préparer au carême. Comment conjuguer le carnaval et sa spiritualité? Reportage d'Andy Songo. Marcus, 23 ans, fait partie du groupe Nation à Nègre-Marron, une association qui œuvre pour la transmission du mas, la forme traditionnelle du carnaval guadeloupéen. Cet après-midi, il retrouve les membres de l'association pour le défilé de ce soir qui aura lieu à 19 h. En début de saison, chaque groupe de festivaliers décide du thème qu'il choisira pour défiler durant l'année. Des sujets qui, pour Valérie, amènent à une réflexion sur notre société. La thématique de cette année, c'est conscience pour demain, qu'à nous qu'a fait pour nous-mêmes. Prendre conscience de ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, et aussi, mais qu'est-ce que nous faisons. C'est important pour nous de pouvoir donner le maximum aux jeunes qui sont là, aux petits, pour qu'ils comprennent un peu le sens du mas et qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ça et faire en sorte que ça perdure. Il est maintenant 19 h et le coup de sifflet est donné. Les troupes se mettent en rang pour le carnaval, chanteurs, musiciens, débouleurs, fouettards, mais cette année, pas de déguisement pour Marcus, il est affecté à la sécurité au poste d'éclaireur. Mon job actuel, en tant qu'éclaireur, c'est de monter à l'avant du mas pour regarder qu'est-ce qu'il y a pas, s'il y a des décisions à prendre, si on doit changer de route ou pas. Il y a 6 groupes devant nous et ils ont arrêté la musique. Et même si Marcus prend son boulot au sérieux, le plaisir et l'esprit du carnaval ne sont jamais bien loin. Moi, je ne comprends pas les personnes qui n'aiment pas le carnaval. C'est trop beau, regardez ça. C'est magnifique. Pendant les jours gras, c'est près de 60 000 carnavaliers qui défilent dans les rues de Pointe-à-Pitre. Cette année encore, les groupes ont fait preuve de créativité dans leur déguisement. Se déguiser en Guadeloupe, une tradition qui a des origines beaucoup plus anciennes. Dans ce musée à Pointe-à-Pitre, Louis Collomb, historien, nous offre un voyage à travers le temps lors d'une exposition de masse. L'histoire des costumes, des festivaliers, se dévoile sous nos yeux telle une mosaïque vivante. Alors évidemment, il y a 2 sortes de carnaval, un carnaval de salon, je dirais, et un carnaval de rue. Et il y avait une juxtaposition de ces différents modes. À l'abolition de l'esclavage, les anciens serviles ont pu s'approprier ces fêtes-là et participer dans la rue avec l'ensemble de la population, tout le monde étant libre et tout le monde participait à ces manifestations-là. Donc, ce qui fait qu'on a un carnaval un peu particulier, où on va retrouver d'abord la source primaire du carnaval, qui est une source européenne, ensuite les sources venant de toutes les sociétés qui ont peuplé la Guadeloupe. Louis Collomb est un pionnier majeur du renouveau du carnaval guadeloupéen moderne. Son action a transformé les festivités dès 1975 en développant les groupes à pied qui font aujourd'hui l'authenticité de l'île. Ça, c'est vraiment le carnaval moderne d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir dans la rue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé trop loin de ces rites qui ont disparu depuis très longtemps, mais c'est quand même une expression culturelle, une expression de ce que nous sommes, une expression des individus et du pays. C'est vraiment un moment privilégié pour observer notre société. Retour dans les rues de Pointe-à-Pitre auprès des carnavaliers. À travers les thèmes, les chants et les costumes, c'est toute la société guadeloupéenne qui s'exprime. Mais pour Marcus, dès le lendemain, l'ambiance change. Avec son équipe, il prépare la saison diocésaine d'entrée en carême. Du bruit des tambours au temps de recueillement, un autre engagement commence. Le temps des festivités finissent et le temps de recueillement, de préparation commence. Pour moi, personnellement, le carême représente l'un des plus importants moments de l'année. C'est le moment où je peux me poser, me remettre en question. C'est aussi un peu quand même un temps d'action de grâce, car
C'est à ce moment-là aussi, dans ce moment de préparation, qu'on peut remercier le Seigneur pour l'année précédente qui est passée et pour lui demander tous ses bienfaits, sa bénédiction pour l'année qui arrive. Marcus est grand clerc de Guadeloupe. Au centre pastoral des Abîmes, il doit coordonner son équipe pour accueillir les pèlerins. Cette année, en même temps que le carnaval, une messe d'entrée en carême est célébrée par l'évêque, Monseigneur Philippe Diougou. Peut-être une phrase, un mot, mais tout cela ne pourra entrer si la porte de notre cœur n'est pas ouverte. Si elle est fermée à double tour, ce n'est pas possible. Pour les chrétiens de Guadeloupe, le carnaval s'inscrit dans un calendrier spirituel. Après la fête, vient le carême, 40 jours de jeûne et de prière. Certains font le choix de venir aujourd'hui, de venir sur ces 2 jours pour se préparer à vivre l'entrée en carême. Le carnaval est souvent un lieu de message. On voit d'ailleurs que dans les groupes, ils disent des messages où ils condamnent les injustices dans la société. Donc finalement, on peut faire ce pont et ce lien. L'Église est là aussi pour dire l'essentiel, ce qui ne va pas et ce qu'on doit améliorer dans notre société. Donc voilà, donc, en ce sens, les deux peuvent se concilier ou en tout cas ne pas être antinomiques. En Guadeloupe, le carnaval est plus qu'une fête, le carême plus qu'un rite. Ensemble, ils dessinent le rythme unique d'une île où culture et foi s'entrelacent, entre éclat de couleurs et profondeur du recueillement. Et nous restons en Guadeloupe avec une personne que vous avez aperçue dans le reportage, c'est Monseigneur Philippe Guillougou. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Alors Monseigneur, petite indiscrétion, on parle de carnaval. Avez-vous déjà participé à un carnaval? Alors, qu'est-ce qu'on entend par participer? Si participer, c'est assister et regarder le carnaval, oui, dans ce sens. En fait, oui, quand je remonte, oui, j'avais autour de 18 ans, nous avions monté un groupe par une association que nous avons créée, donc, mais ça remonte à très longtemps. Et qu'est-ce que représente justement le carnaval aux Antilles et en Guyane? Pourquoi est-ce que c'est une tradition qui est importante et qui est vraiment transmise de génération en génération? C'est une tradition qu'on hérite finalement de l'Europe, hein, de l'Occident, où cette dimension du carnaval existait, qui a été repris, ça a été repris par les esclaves, et pour en fait sortir avoir la possibilité de parler, hein, la possibilité de s'exprimer, et petit à petit, c'est devenu un lieu de revendication, un lieu où on exprime ce qui ne va pas dans la société, où on tourne en dérision et de façon quelquefois très drôle. Et donc, c'est une manière de dire des choses graves, mais aussi en usant de la beauté, en usant de la dérision. Et les costumes, ils sont très marqués culturellement aussi. En quoi le carnaval raconte aussi l'histoire de nos îles? Ça raconte l'histoire de nos îles, puisque finalement, souvent dans les thèmes, on peut retracer quelquefois l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la libération, l'histoire aussi, ce qui marque nos îles aussi encore, quelquefois de l'injustice ou un besoin de mieux s'exprimer et s'en sortir socialement par le haut. Eh bien, on peut, à travers le carnaval, exprimer tout cela. Donc, dire ce qui ne va pas et ce qu'on voudrait surtout améliorer, et une manière de toucher les consciences par ce jeu de festivité et en même temps de gravité à travers les expressions du carnaval. Oui, finalement, vous l'avez dit, se déguiser, ce n'est pas seulement de l'amusement, c'est aussi exprimer une part de son identité. Je pense par exemple au Touloulou en Guyane. Oui, c'est exprimer une part de notre identité qui s'est forgée au fil des siècles, au fil des années, au contact aussi avec, on dira, d'autres pays, d'autres nations. On voit qu'aujourd'hui, le carnaval, eh bien, il y a la touche aussi, il peut y avoir la touche indienne, il y a aussi il y a la migration, il y a les Haïtiens qui sont arrivés, qui ont apporté aussi une touche. En fait, donc, au fur et à mesure, ce mélange de la population a apporté aussi une couleur à notre carnaval qui est un peu à l'image de ce que nous sommes, un peuple un peu multiple et un peuple varié. Et Monseigneur, le carnaval, c'est un moment de joie intense. La joie, c'est ce qui caractérise les chrétiens, justement. Est-ce que cet aspect du carnaval-là rend le carnaval
un peu spirituel? En ce qui me concerne, il y a en fait plus de 30 ans que je n'avais pas participé au carnaval puisque j'étais dans l'Hexagone, en Seine-Saint-Denis. Et je venais en vacances que pour l'été. Donc, en fait, à mon retour, j'étais vraiment impressionné par l'ampleur du carnaval en Guadeloupe. C'est vraiment très important. Il y a énormément de groupes, énormément de personnes et puis surtout énormément de jeunes. Souvent, on dit que dans nos églises, c'est ce que je dis aux fidèles, mais dans nos églises, on cherche quelquefois les jeunes. Mais si on va dans les rues du carnaval, on en voit pas mal. Donc, oui, en cela, il y a, de par l'organisation, de par la structure, il y a quelque chose de nous-mêmes qui s'exprime. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de dire, ce qui peut avoir des débordements dans le carnaval, j'ai dit, mais en fait, si on veut exprimer notre identité, il faut l'exprimer sérieusement et faire de belles choses pour que nous puissions être fiers de ce que nous sommes. Et le carnaval peut être une fierté dans la mesure où c'est fait de façon belle, en fait. Alors justement, lorsque l'on a la foi, comment, j'allais dire, bien participer au carnaval? Car quand on va dans les rues, que ce soit de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France, on voit qu'il y a quand même des tenues osées et des chansons plus que grivoises. Oui, des chansons, vous êtes même gentil en disant grivoises. Oui, il y a des choses qui sont quelquefois osées, voire trop. Et donc, parce que là, évidemment, la question m'a été posée en tant qu'évêque, en tant que prêtre, euh, que faire chrétien? Donc, ça fait partie de notre culture, donc nous ne nous mettons pas en opposition avec le carnaval, mais c'est notre rôle aussi de dire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, parce qu'il y a quelquefois aussi de la violence, on voit quelquefois des jeunes qui boivent, donc, en fait, on dit, vous pouvez et on peut exprimer bien les choses, mais en essayant de ne pas franchir des lignes rouges, parce que quelquefois, ça donne des débordements qui peuvent être critiques, voire même dangereux. Donc, oui, on est capable de bien faire les choses. Et d'ailleurs, c'est un facteur même économique, c'est quelque chose qui attire les touristes et qui rassemble le peuple. Parce que je peux vous garantir, venez pendant le carnaval, c'est impressionnant de voir autant de personnes rassemblées pour assister et vivre le carnaval. Ben justement, on va essayer de répondre à cette question qu'on se pose tous. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que l'Église est vraiment opposée au carnaval? On dirait pas finalement. Non, je ne dirais pas que nous soyons opposés au carnaval. Il y a même eu quelquefois des groupes en Guadeloupe qui ont fait le choix de dire en tant que chrétiens, nous pouvons défiler et profiter pour exprimer quelque chose, faire passer un message. Nous avons eu cette année une école à Pointe-à-Pitre, privée, catholique, qui a fait un défilé avec des enfants et les parents. Mais là, ça a été un lieu de louange et ils ont fait passer un message de paix parce qu'on a un problème aussi de violence, en fait. Donc, en fait, on peut aussi, de façon encadrée et dans un bon contexte, faire passer un message et pourquoi pas un message chrétien lors du carnaval. Mais c'est à manier avec beaucoup de pincettes pour ne pas non plus faire un contre-message, si j'ose dire. Alors comment justement aider les fidèles à vivre à la fois la joie du carnaval et la profondeur du carême, surtout que le carnaval finit le mercredi des Cendres et je sais qu'il y a une sorte de dérogation aux Antilles-Guyenne. En tout cas, je parlerai surtout de la Guadeloupe, de ce que je connais. Oui, il y a le mercredi des Cendres, donc il y a un décret qui dit, qui a été fait par Monseigneur Rio Creux, que j'ai repris, qu'on invite les fidèles à venir en masse le mercredi des Cendres. Ils sont venus assez nombreux d'ailleurs, et le matin. Et puis, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont été au carnaval ou qui ont participé, ont donné une dérogation pouvant aller jusqu'au vendredi, où de nouveau on propose les cendres aux fidèles. Et puis le samedi, là c'est pour les enfants, avec les parents. Et donc ça nous permet aussi de faire une catéchèse finalement. Donc on utilise ce temps un peu plus long pour une forme de catéchèse autour de l'entrée en carême, au final. L'entrée au carême, donc, qui est une période de recueillement après une explosion de joie. Merci beaucoup, Monseigneur Guy Hougou. Je rappelle que vous êtes évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Direction maintenant, vous savez où? Oui, L'île Sœur, bien en sûr. Martinique, où nous avons rencontré un couturier pas comme les autres. Exactement, Muriel. Alors regardez, nous avons rencontré Eddy. Est-ce que vous arrivez à deviner son métier? Ah bah, couturier.
Couturier, exactement. C'est un des métiers indispensables du carnaval. En Martinique, l'événement réunit près de 250 000 personnes chaque année, Muriel, et les plus beaux déguisements sont entièrement fabriqués pour l'occasion. Et quel costume a-t-il confectionné justement cette année? Vous n'allez pas le reconnaître, Muriel. C'est Alors, vrai? en plus de l'avoir fabriqué, il a revêtu le costume de la pleureuse, des femmes qui pleurent le roi Vaval, cette créature du carnaval brûlée juste avant le début du carême. En quoi le déguisement est-il un moyen d'honorer ses traditions et son histoire? Reportage de Laurent Vieuxfort et Nicolas Caclin. Nous sommes sur mon lieu de vie, donc une maison qui a près de 130 ans et qui me caractérise un peu parce que j'ai un lien particulier avec le passé et avec toutes les choses anciennes. Mes machines à coudre, donc celle-là qui est de 1870, celle-là de 1920, sur laquelle ma grand-mère a dû coudre, sûrement quand elle était gamine, voilà, puisque je sais très tôt, elle a eu l'attrait pour la couture. Ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle cousaient. Elles m'ont donné l'envie de coudre et elles ont fait de très belles choses. Pour le carnaval avec ma grand-mère, c'était vraiment la retransmission des vidéos de Fort-de-France et on regardait. Et elle me racontait un petit peu ce qu'elle connaissait du carnaval. Et bien sûr, les photos qui transcrivent le carnaval qu'elle a pu vivre avec ses enfants quand elle confectionnait leurs costumes. Sur les photos, je me perds des fois avec une loupe à voir ce que ma grand-mère faisait. Je tiens une photo où on voit bien qu'il s'agit d'un mercredi décembre où je reconnais ma marraine, ma tante, la dernière de mes tantes, et une de leurs amies et voisines, voilà, où elles sont habillées en noir et blanc, qui sont prêtes pour pouvoir aller au carnaval. Mano, j'arrange pour moi. D'accord. On te dit, il ne faut pas que tu couches sur moi, puis ça doit étaler tout. Il faut que ça soit équilibré. Voilà, et puis... Ah, c'est parfait. Je l'ai totalement faite, voilà, faite entièrement de mes mains, y compris le jupon. Pour moi, le mercredi décembre, il est très important pour marquer la fin du carnaval. Aujourd'hui, là, je porte un costume de deuil à l'image des guiablesses qui m'entourent pour ce jour. Nous disons adieu à Vaval en ce jour. Donc les couleurs, le noir et blanc, donc les cortèges d'avant, les cortèges qui étaient marqués par l'importance du mort de celui que nous allions enterrer. Il est marqué puisque là c'est une personne qui nous a tenus, qui nous a fait vivre pendant 4 jours. Donc là nous lui rendons hommage. Mais généralement, pour mes ateliers, ça va. La plupart des gens ont quand même un b.a.-ba de couture. Je perpétue l'enseignement du fait de s'habiller en traditionnel, plus auprès des jeunes, auprès de certaines personnes qui ont mon âge. Et ça, c'est le pantalon de médecin à l'hôpital. D'accord. Donc, pour le restaurer. D'accord. Par contre, la personne qui doit mettre, il faut qu'elle ait quelque chose en dessous parce que c'est transparent. J'ai peur que l'on puisse perdre certaines traditions de notre carnaval. Qu'il puisse s'adapter, oui, mais il ne faut pas en oublier ses marqueurs, son ADN. Nous ne devons pas perdre l'ADN de notre carnaval. Sinon, il est dévoyé, il n'est plus ce qu'il est. Et surtout, son caractère traditionnel, il faut qu'il soit... Certes, il doit y avoir l'évolution, mais il faut le côté traditionnel. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, expliquez-nous en quoi le déguisement fait partie intégrante de la spiritualité hindoue en Outre-mer. Alors, on peut déjà dire que dans l'hindouisme, les divinités se déguisent dans la mythologie hindoue. Alors, elles peuvent se déguiser pour tromper un démon, pour aider les humains ou bien pour tester leurs vertus, comme dans cet épisode de l'épopée du Mahabharata où le dieu Shiva se déguise en chasseur pour tester la dévotion d'Arjuna. Arjuna, c'est le fils du dieu du vent, ils vont se battre et ce n'est qu'une fois satisfait de la persévérance et de la dévotion d'Arjuna que Shiva révélera son identité. D'accord. Et ce type d'événement existe-t-il partout en Outre-mer ? Oui, Muriel. En particulier dans 2 bassins, regardez, l'océan Indien et les Caraïbes. On va commencer aux Antilles, ces pièces de théâtre qui retracent les épopées hindoues. Elles sont connues sous le nom de nadron. Le nadron naît avec les engagés indiens, la main-d'œuvre utilisée à la fin de l'esclavage pour travailler sous contrat dans les plantations. Et aujourd'hui, la transition se poursuit et se transmet. Regardez ici.
Waouh. Voilà, cette belle photo, elle nous a été envoyée par celle qu'on surnomme Tati Annick. Elle est au centre de la photo, juste là. Elle nous l'a envoyée. Elle est l'une des garantes de la tradition en Guadeloupe. Alors, on peut se déguiser en divinité, en guerrier, en démon. Tous les personnages qu'on trouve dans les épopées hindoues, en fait. Et en quoi cela nourrit-il la spiritualité des participants? Eh bien, ça permet de se rapprocher de la vertu des divinités qu'on représente. C'est aussi une preuve de respect envers elles. En se déguisant, on lui fait offrande de notre corps et de notre esprit. Et chez vous, à La Réunion, comment ça se passe? Bien, Alors, je suppose. ça se passe très bien. À La Réunion, on ne parle pas du nadron, mais du bal tamoul ou du carmon. Et c'est regardez, c'est un véritable spectacle. Alors là, on a Ah, waouh. un dieu Shiva un peu pensif, mais on peut le retrouver ici, regardez, en train de danser, bien plus joyeux. Alors on danse, on chante, on mime pour reconstituer les grandes épopées hindoues et transmettre cet héritage des engagés indiens. Le bal tamoul, il est même entré au patrimoine culturel immatériel de France en 2022. Et est-ce que, comme pour le carnaval aux Antilles Guyane, le carmon est un moyen d'expression populaire? Oui, d'expression même de l'identité. Aujourd'hui, en plus de la langue tamoule, on peut entendre dans les représentations du créole réunionnais, signe de la créolisation du carmon. Et tout cet imaginaire qu'on ne se lasse pas de regarder, hein, on va lancer une autre photo, regardez ça comme c'est beau. Ça plaît beaucoup aux réunionnais, vous imaginez bien. Et alors qu'on l'entendait jouer en langue tamoule dans les temples du temps des engagés indiens, aujourd'hui, le carmon se déplace vers les espaces culturels publics et devient un événement local attendu sur l'île. En résumé, dans l'hindouisme, se déguiser a d'abord fait partie de la mythologie avant que les fidèles s'emparent de cette tradition pour honorer à la fois les divinités et la transmission faite par leurs ancêtres. Merci Aurélie pour cet éclairage. Et justement, quelle est la place du carnaval dans nos territoires ultramarins? Eh bien, pour vivre ou revivre ce temps fort, les antennes, la première de France Télévisions, se mobilisent évidemment. Elles trouvent leur apothéose, cette période, eh bien, pendant les jours gras, vous l'avez compris, des événements bien souvent relayés par nos chaînes. La première, alors allez-y pour vous ambiancer un peu. Et vous allez pouvoir retrouver cette émission sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux avec des contenus sélectionnés et créés par la rédaction. On vous y attend, à très vite, ainsi que sur tousfrères.tv, il ne faut pas oublier. Évidemment. Alors, se déguiser, Aurélie, vous êtes déjà déguisée, je suppose. Pas beaucoup, hein. À La Réunion, il n'y a pas trop cette culture du carnaval. On se déguise en primaire, à la rigueur au collège et au lycée, on se dit ouais, on est un peu trop grand pour ça. Je vois tout à fait. Donc, Ça va. on n'a pas cette culture, mais en découvrant la vôtre, en tout cas, j'ai découvert vraiment un événement hyper intéressant, le fait que ce soit aussi le lieu d'expression des envies de la société, de leurs revendications, toujours avec humour et une ironie, c'est un peu ce qui caractérise nos Outre-mer, j'ai l'impression. Ben, ça me donne qu'une envie, c'est d'aller voir à ce que ça Vous donne. savez quoi? Je vais Vous vous allez emmener. Pourquoi? Parce Mmh. que moi, j'ai vécu mon premier carnaval. J'avais 24 ans, j'étais en Martinique. Alors, pas du tout au niveau d'Eddie avec ses superbes costumes. Moi, je prenais tout ce qui passait par la main. Avec les cousins, on allait dans les rues de Fort-de-France. C'est mes meilleurs souvenirs. Et niveau déguisement, vous savez quoi? Je prenais des paillettes. Et voilà, à gogo, c'était fait. Et j'avoue que c'est tellement un événement populaire, une période qui rassemble. D'ailleurs, ça touche maintenant à l'international, que je suis relativement fière de fêter ce carnaval en espérant y aller chaque année. vous viendrez? Bien sûr, je viendrai, moi, la prochaine fois, j'y suis. À bientôt, en attendant d'aller au carnaval. On s'entraîne. Non.